peut-on entraîner une intelligence artificielle sur des contenus protégés sans licence? On en parle tout de suite avec mon invité, Anne-Marie Pecoraro, associée chez UGGC Avocats. Anne-Marie, bonjour. Bonjour Arnaud. Disney et NBC Universal attaquent le générateur d'images Midjourney pour avoir entraîné son intelligence artificielle sur des contenus protégés. Des personnages iconiques sont concernés, Dark Vador, Elsa, Shrek, les Mignons, qui sont reproduits à l'infini. Pour commencer, l'entraînement d'un modèle IA sur des œuvres protégées constitue-t-il une violation du droit d'auteur selon le droit américain? Merci Arnaud. Une partie de la réponse est déjà dans votre question puisque vous parlez de modèle protégé qui est le critère qui va revenir constamment. Donc la question, elle va se poser sous le droit américain du copyright, elle va se poser bien sûr en Europe et je dirais que le monde entier teste des réponses à ces questions. Sous le droit américain du Copyright Act, dès lors qu'une œuvre fait l'objet d'une protection, comme c'est incontestablement le cas de ces personnages iconiques, les personnages de la Guerre des Étoiles, les personnages des films comme Elsa et les Mignons, et cetera. Donc, dès lors, par principe, va être interdite leur reproduction, leur distribution ou leur adaptation dans une œuvre dérivée. Sauf, alors quel est ce sauf? Sauf naturellement si une autorisation a été négociée ou une licence, mais sauf aussi si on tombe dans un certain nombre d'exceptions. On va parler du fair use, je développerai ça mieux. Voilà, mais je voudrais simplement, dire Arnaud qu'effectivement le droit, américain, qui lui aussi est régi par la convention de Berne, qui est une convention, qui unit un bon nombre de pays, a donné lieu déjà à un certain nombre de cas. Donc, on n'a pas un cas définitif, mais en tout cas, il est certain que le droit interdit, la reproduction d'une œuvre protégée. Alors, on va parler justement de l'exception de fair use que vous avez citée, qui est susceptible de limiter l'application du droit de propriété intellectuelle aux États-Unis. Alors, souvent, justement, les outils d'IA revendiquent cette exception du fair use. Concrètement, dans quelles conditions on peut utiliser cette exception? Le fair use a été, exploré, comme je le disais, par différents cas de jurisprudence. Pour identifier la légitimité de la réclamation de fair use, il y a 4 critères. Je vais, revenir dessus et je vais quand même aussi rapidement à cette occasion mentionner, 4 affaires puisqu'on a l'affaire Midjourney, on a aussi 3 autres affaires qui sont intéressantes, ce ne sont pas les seules. Donc, pour identifier un cas de fair use, un juge américain va rechercher 4 critères. C'est un test qui va se faire en 4 étapes. Le premier critère va être le but et le caractère de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il va rechercher si on a un usage commercial et s'il a un usage non lucratif, effectivement, ça va jouer un petit peu plus dans le sens du fair use. Néanmoins, un usage commercial par une structure non lucrative risque de rester commercial. Il va aussi chercher la transformation. Le caractère transformatif, c'est de savoir si, par rapport à une œuvre donnée, comme tout à l'heure on citait, les chers Mignons, est-ce qu'ils ont été beaucoup transformés? Et dans les cas qui sont reprochés à Midjourney, on constate, effectivement, de nombreuses exploitations qui sont peu transformées. Le deuxième critère va être la nature de l'œuvre. Est-ce que cette nature, elle est originale? Est-ce qu'elle est caractérisée dans sa protection? Donc dans le cas, encore une fois, des personnages, la nature de l'œuvre va probablement être jugée, hautement originale, mais on a des cas intéressants dans lesquels le fair use, peut être, repoussé, bien Vous que la pensez à nature de quoi comme l'œuvre bah, exemple? justement, c'est un des cas que je voulais citer, qui est l'affaire de Thomson Reuters contre Ross. C'est un jugement en plusieurs étapes, c'est-à-dire il y a plusieurs étapes préliminaires sans qu'on soit arrivé au cas, définitif. Mais ce qui est très important et intéressant rapidement, c'est que ce sont des fiches de résumé d'arrêt qui ont été utilisées et ces fiches de résumé d'arrêt, le juge les a passées à travers le test. Certaines des étapes, là j'en suis à la deuxième, je vais rapidement mentionner les 2 autres, étaient moins caractérisées, d'autres plus, mais le juge a quand même considéré que, ces fiches de résumé d'arrêt, elles allaient être d'une nature suffisamment protégeable et suffisamment, originale pour mériter quand même, une protection et justifier qu'on étudie un rejet de ce fair use. D'accord. Donc, Et les rapide 2 autres critères alors rapidement? les 2 autres critères rapidement, ça va être la quantité utilisée.
la quantité substantielle et à quel point on va retrouver le résultat proportionnellement, en substance dans, ce qui va, être produit par l'intelligence artificielle. Et enfin, le quatrième facteur, il est très marquant et on va souvent le regarder de près puisque c'est, l'impact sur le marché. C'est un critère qui peut paraître aussi familier au droit européen. On va, étudier si la solution finalement, en l'espèce d'IA ou la solution à qui on reproche de copier, elle va fournir un substitut au marché et aux exploitations, du plaignant, de telle sorte qu'il va affaiblir la valeur commerciale et en l'espèce, concernant, les personnages, d'animation de Disney et de Universal, ils pourront, développer le fait que la valeur des personnages, bien sûr, peut être mise, en cause par ce marché concurrent, mais aussi directement des produits de licence, par exemple la fabrication de posters, de nouvelles images, de produits qui auraient pu normalement donner lieu à, des revenus, mais qui là sont substitués par un marché qui n'en donne plus, en tout cas pas à leur profit. Et c'est comme ça qu'on évalue le préjudice, le montant du préjudice, de ces reproductions, grosso Alors modo? voilà, ça va être un cas séparé. Les juges dans les différentes affaires, par exemple dans les affaires qui ont déjà été, vues, que ce soit, l'affaire contre Ross, il y a 2 autres affaires très intéressantes qu'on appelle Anthropic et une autre contre Meta. Les juges vont d'abord voir si le fair use est caractérisé ou pas dans les 3 affaires avec des résultats différents et ensuite dans un deuxième temps, effectivement, il va étudier, le montant du préjudice, des dommages-intérêts forfaitaires, le remboursement de certains frais, selon des modalités nécessairement complexes dans un cas comme ça. Et là, je crois que dans leur mémoire, NBC et Disney évaluent grosso modo le préjudice à 150 000 par œuvre, hein. Effectivement, il y a, un tarif et un moyen, et d'évaluer comme ça par œuvre et de multiplier par le nombre d'œuvres, ce qui nous conduit, à plusieurs millions de dollars. Il y a un point, Arnaud, que je voulais aussi mentionner, qui me paraît extrêmement, intéressant à l'appui, en tout cas de ces ayants droit et aussi, d'autres ayants droit, puisque là, on n'est pas là pour, prédire ce qui va se passer à travers le monde entre, effectivement les ayants droit d'un côté, les intelligences artificielles de l'autre, mais on est là pour analyser les critères Bien clés sûr. et c'est la position de l'US Copyright Office qui s'est prononcée, pas pour la première fois, une nouvelle fois le 6 mai 25 Et quelle est sa et position? ça, c'est vraiment, intéressant parce que le Copyright Office a étudié techniquement s'il y avait si on constatait des reproductions ou pas et de manière générale, le Copyright Office a estimé dans ce rapport que, le processus implique des reproductions, même en cas de suppression et probablement aussi dans le cadre de l'entraînement et probablement aussi dans le cas des mises à jour. Donc ce document, il va rester effectivement comme, pour éclairer la grille de lecture des juges à travers le monde. Ça veut dire que, il y a une tolérance quand même à ce que ces outils reproduisent, puisque c'est leur modèle, certaines, œuvres même protégées? Pas forcément une tolérance, c'est-à-dire ça creuse la première question, c'est-à-dire avant de se demander si on a une contrefaçon et s'il y a une exception, il faut déjà savoir s'il y a une reproduction. Ça, c'est un point sur lequel on a chopé encore d'autres jurisprudences en disant: «Bah, écoutez, je ne peux pas prononcer de condamnation si je n'arrive pas à prouver une reproduction». Mais ça, c'est un point sur lequel il faut avancer Il faut un éclairage. et c'est là que le Copyright Office estime que on constate, des étapes qui sont nécessairement de reproduction. Après ça, on se dira: «Mais est-ce qu'on est dans le cadre d'une exception ou pas?» Fair use aux États-Unis, des exceptions très différentes, en Europe qui fonctionnent pas sur cette base-là. Bon, bah, on attend des éclaircissements sur ces questions. Merci Anne-Marie Pecoraro. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet UGGC Avocats. Merci Arnaud. C'est le moment de conclure cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.